Vous voyez ce gars? C'est Gotye. Ça se trouve, vous êtes beaucoup à dire, bah si, Pierre, on le connaît. Mais il y en a peut-être qui se disent, cette tête me dit quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Et bah ce gars, qui avait ma foi un petit nom dans l'industrie musicale australienne à l'époque, qui était un mélomane depuis son plus jeune âge et qui, dû à des déménagements répétitifs, devait se trimballer son studio de musique de maison en maison, a, un beau jour, samplé un son brésilien des années 70 intitulé Sevi de Luis Bonfa. Avec un budget qui paye pas de mine, il va enregistrer le son. Invite même une artiste néo-zélandaise sur le projet, Kimbra, qui commence à connaître un certain succès sur le continent, l'Océanie. L'Océanie, apparemment, c'est pas un continent. Ils disent comme quoi c'est pas un continent stricto sensu. Mais les géographes, ils disent apparemment qu'on peut l'utiliser comme terme continent. Mais bon, on s'en branle, c'est pas le sujet de la vidéo, là, Donc là, on a notre petite recette. Un mélomane australien, une artiste émergente néo-zélandaise, un sample brésilien des années 70 et un clip low budget. À défaut que ça ressemble au début d'une blague très nulle, on n'a pas l'impression qu'avec ça on va aller loin, et que ça va être un énorme succès. Et pourtant, mais sans s'en rendre compte, enfin je pense qu'il n'a pas fait exprès, enfin il devait pas s'en rendre compte, il venait de créer LE son de l'année 2012, Somebody That Used To Know. Et je suis pas un Marseillais hein, quand je dis le son de l'année 2012, hein, puisque c'est tout simple, il va être numéro 1 dans presque tous les pays. Partout, numéro 1 au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, en France, en Italie, en Yougoslavie. Non, Yougoslavie ça n'existait plus hein, en 2012, mon loulou quand même, faut pas... Et genre numéro 1 de l'année, je n'abuse pas encore une fois, c'est vraiment de l'année. C'est pas juste il a été numéro 1, c'est vraiment il était dans presque tous les classements, genre partout. Genre, c'était numéro 1 dans tous les pays. Le son ne va pourtant pas prendre directement lors de sa sortie. Mais il y a un élément qui va tout faire basculer pour lui, les réseaux sociaux. Et ce point sera super important durant tout le long de la vidéo. Car là, on est en 2012. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de tout nouveau pour les consommateurs. Alors oui, il y avait déjà Facebook et YouTube qui étaient déjà là depuis plusieurs années, mais c'est au fil du temps que la population commence à vraiment s'intéresser et à introduire dans leur quotidien l'utilisation de réseaux comme Facebook pour échanger, YouTube pour regarder des vidéos, et Insta et Twitter pour partager des photos et des avis. Et c'est ce dernier qui va énormément aider l'artiste australien. Car comme je disais, le son est publié, mais ne connaît pas directement un énorme succès. Mais suite à un tweet de Katy Perry qui avait déjà à la base en 2012 une énorme communauté, elle partagera sa découverte en faisant les louanges du titre de Gotye. Le titre va commencer à se faire connaître de plus en plus. Et le deuxième réseau social qui va permettre à Gotye d'exploser, c'est YouTube. Parce que c'est en publiant son clip que vous connaissez tous, qu'en fait ça va être mis en avant dans le monde entier et que tout le monde va commencer à découvrir l'univers de Gotye et que le son et le clip vont totalement cartonner. Aujourd'hui, on en a marre de cette musique. Moi, je le sais, on en a marre de cette musique. Parce qu'à l'époque, elle était partout. À la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. La sonnerie de mon père. La sonnerie de mon père, c'était le début de cette musique. On l'appelait 37 fois par jour. J'entendais que les 10 premières secondes à chaque fois de la musique, j'en pouvais plus. En plus, c'était la période où j'étais au collège, j'avais pas des bonnes notes. À chaque fois, j'ai l'impression que c'était le collège qui appelait. Et c'était cette musique qui retentissait. J'étais en mode, oh putain, c'est l'appel de la mort. Là, c'est l'appel de la mort. Donc moi, j'en garde pas un super bon souvenir de cette musique. Et surtout, je disais démocratisation de YouTube, tout ça et tout. Et 2012, c'est aussi la création de mèmes. Enfin, c'est pas des mèmes, mais c'est plutôt des parodies. Et il y a eu beaucoup de parodies du clip. Et j'aime bien appeler ce succès un peu un succès nouvelle génération. Dans le sens où, peut-être que ce son serait sorti il y a 30 ans quand il n'y avait pas Internet, peut-être qu'il n'aurait jamais explosé. Mais là, le fait que Internet était en train de se développer, et ben ça a permis de le faire découvrir à plein de personnes. Et aujourd'hui, et ben ce son est un tube interplanétaire et était le son de l'année en 2012. Il n'y a pas que Gotye qui va profiter de ce phénomène des réseaux sociaux pour passer d'inconnu ou star de son pays à tube interplanétaire. Par exemple, en 2012, je n'avais pas encore découvert pleinement l'univers de la bossa nova. Donc niveau musique brésilienne, mes seuls rêves c'était Mach Kenada que les Black Eyed Peas avaient repris. Donc pas fou. Mais le Pierre de 2012, il avait 14 ans. Il était né en 98, il avait 14 ans. Et le Pierre de 2012, il se butait à FIFA. C'était FIFA 12, FIFA 13, ouais c'était cette période-là. Et il commençait à découvrir Ultimate Team qui lui a pourri sa vie durant les 10 prochaines années. Mais là c'était le début, il était tout heureux. Et c'est à cette époque que je découvre un jeune joueur brésilien qui joue à Santos, Neymar.
mais comme moi, je pense que vous étiez pas adepte à regarder tous les week-ends la division brésilienne de football. Mais comme beaucoup, je pense que, encore une fois, grâce à YouTube et la démocratisation des réseaux sociaux et tout, c'était l'époque où je faisais énormément de recherches pour aller voir Neymar. Il y avait des best-of de ce qui se passait au Brésil. Le gars, il avait une crête, il avait trop de flow et tout. Tout le monde était en mode, c'est le nouveau Ronaldinho, c'est exceptionnel et tout. Et t'avais que de ça. C'était plein de vidéos best-of, tu l'avais jamais vu en vrai, en direct, mais par contre, des best-of, des meilleurs moments, les petits ponts, les buts, il y avait que ça. Au fil du temps, il commence petit à petit à devenir une immense star dans son pays. Chaque fait et geste qu'il fait sur le terrain ou en dehors sont scrutés. Et c'est là que la musique rentre en jeu, parce que depuis tout à l'heure, on est en mode, mais Neymar, qu'est-ce que... C'est bon, la musique rentre en jeu là maintenant là. C'est pour ça que je parlais de Neymar avant, c'est parce que là je vais parler de la musique. Parce que oui, un jour il y a une vidéo de lui qui devient virale, on le voit dans les vestiaires faire une chorégraphie sur une musique d'un artiste brésilien, Michel Tello. Aujourd'hui, la vidéo qui a été donc postée il y a 12 ans, comptabilise 500 millions de vues. Et le son, bah vous le connaissez tous, je pense, Michel Tello, bah c'est I See To Pego. I See To Pego. I See To Pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Suite à cette vidéo, beaucoup de joueurs vont commencer à faire cette célébration, en commençant par Marcelo et Cristiano lors d'un match contre Malaga. Ce qui va attirer encore plus les médias sur ce phénomène, petit à petit, tous les terrains vont être contaminés. La Corée et la musique deviennent un succès international. Premier dans les charts en France, Portugal, Italie, Espagne, Pays-Bas. Le clip va aussi beaucoup aider. Enfin je dis clip, mais c'est juste une captation live d'un de ses concerts où lui il chante et il y a plein de meufs qui sont devant et qui refont la Corée, qui sont trop contentes. Il s'est pas fait chier, il s'est pas fait chier. Et en plus les paroles du refrain, qui sont pourtant en portugais, enfin en brésilien portugais, sont simples, donc tout le monde pouvait les chanter partout. Les paroles c'est Nossa, nossa, assim você me mata, I see to pego, I see to pego, qui veut dire divine, divine, comme ça tu me tues. Ah, si je t'attrape. Ah, si je t'attrape. Musique de détraqué sexuel, ça hein. Et pour finir, le son battra le record de la musique brésilienne la plus écoutée sur YouTube avec un clip dépassant plus de 300 millions de vues à l'époque. 300 millions? Mais c'est énorme! Et vous savez aussi ce qui est énorme? NordVPN. NordVPN est un service de réseau privé virtuel réputé pour sa sécurité, sa vitesse et sa simplicité d'utilisation. Accédez à vos contenus préférés sans restriction géographique. Comme par exemple la Ligue 1. Bon ça va, la Ligue 1, ça coûte combien? C'est pas super cher, en vrai, c'est combien? 40 €. Mais grâce à NordVPN, en vous géolocalisant au Mexique, vous avez le droit à tous les matchs gratos sur YouTube. Et ouais, ils sont disponibles sur YouTube. Même Auxerre-Le Havre. Surtout Auxerre-Le Havre. Sinon, hors dehors du Mexique, tu prends la Belgique, t'as RTBF et RTL, dessus t'as la Ligue des Champions, MotoGP et Grand Prix de Formule 1. En clair, comme ça, c'est pas compliqué. Oui, non, c'est cool le sport, mais moi je voulais me faire le dernier film là, La planète des singes, le nouveau royaume. Mais il est sorti il y a pas longtemps donc c'est mort. Oh, mais quel gros bêta. J'ai NordVPN et il est déjà disponible sur les Disney+ canadiens. Ça vaut aussi le coup pour vos abonnements si vous voulez le payer moins cher. Comme par exemple Prime Video en Égypte ou Crunchyroll en passant par la Turquie. Petit tips, comme ça, y a pas de pub sur YouTube en Albanie. Me demande pas pourquoi, mais apparemment c'est ça. C'est cool. Et je vous vois arriver, hein, parce que vous avez trouvé une excuse en mode oui, mais moi, si je regarde un truc de mon côté, que je suis connecté, qu'il y a mon petit frère de l'autre côté dans la chambre qui regarde un truc, peut-être que ça... Hey 10. Jusqu'à 10 appareils en simultané, ok? Et bien sûr, pour la rentrée, il y a une offre exceptionnelle, puisque sur l'abonnement NordVPN de 2 ans, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaires satisfaits ou remboursés sur les 30 premiers jours. Et moi, je m'y connais en vulnérabilité. Parce qu'en fait, moi, mes amis disent que je suis poisson ascendant poisson et qu'apparemment, ils sont grave vulnérables par rapport à ça. Donc, je m'y connais. Enfin, maintenant, ça va mieux grâce à NordVPN. Hein. Et bien sûr, cette offre est uniquement disponible via le lien que je vais mettre dans la description, ici. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous allez faire des économies de zinzin. Encore une fois, merci énormément NordVPN d'aider la chaîne en sponsorisant cette vidéo. C'est vraiment très gentil de votre part, vous êtes des petits amours. Et vous savez quoi? Je vais même utiliser ce VPN pour me téléporter au Brésil et revenir à notre sujet de base, qui est Neymar. Et vous savez quoi? C'est que Neymar il va récidiver avec un autre artiste puisqu'il va faire une autre célébration d'un autre son qui va exploser encore une fois sur YouTube. Le son c'est Balada de Gustavo Lima et on verra même Neymar plusieurs fois chanter avec lui en concert. Et ce qui, comme pour Michel Tello, va exporter le son dans le monde entier. Donc vous voyez, ça va super vite, hein. Genre avec internet, maintenant, tu fais un son dans le monde entier. Vous voulez un autre exemple? Asaf Avidan, je sais pas comment on dit, en Israël. C'est après s'être fait briser le cœur par son ex qu'il va utiliser la musique comme moyen d'expression et décider de devenir musicien.
Accompagné par son frère, lui aussi musicien, et 4 autres personnes, il va former un groupe appelé Asaf Avidan and the Mojos, qui aura son succès en Israël avec leur premier album sorti en 2008, intitulé The Reckoning. J'ai dit succès, hein, mais à l'échelle nationale, hein, pas plus. Hein. Mais c'est 4 ans plus tard, en 2012, qu'un certain DJ Wankelmuth va récupérer un passage d'un son du groupe pour le remixer et le publier sur SoundCloud et YouTube. Quelques semaines après sa sortie, le son va déjà rentrer dans le top 10 des charts en Allemagne pour finalement atteindre la première place. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Et là, vous connaissez la suite. Ça se propageait dans l'Europe. Numéro 1 dans ce pays-là. Numéro 1 en Allemagne. Numéro 1 en France. Pendant un moment. En fait, je dis beaucoup de numéro 1. Je dis, dans tous les sons que j'ai dit avant, ils sont tous numéro 1. Mais c'est par petite période. Genre de 2 semaines ou 3 semaines, ils ont fini numéro 1 à un moment dans l'année. Gauthier, lui, c'est numéro 1 de l'année. Je vous le rappelle encore une fois, parce que pour être vraiment sûr de la dinguerie. Ce qui a marqué et caractérisé dans ce morceau, c'est la tessiture vocale très élevée que pouvait avoir Asaf. Et il a même été comparé à Janis Joplin. Suite à cet énorme succès, le clip atteint très rapidement les 100 millions de vues. Malheureusement, après tout ça, il essaye de surfer sur la vague en sortant en 2012 un album qui va marchouiller, pour finalement disparaître de la scène internationale, tout en gardant quand même un public en Israël encore aujourd'hui. Et si vous voulez, dans cette idée-là, d'un artiste d'un pays en dehors de la France ou qu'on connaissait par rapport aux États-Unis et qui a explosé, il y en a un qui est, je sais pas s'il est connu, je sais pas si le son est vraiment connu. Psy, Gangnam Style, 2012. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Alors là, cette chanson est rapidement devenue un phénomène mondial. En grande partie grâce à son clip excentrique et son refrain méga accrocheur. Gangnam Style fait référence au quartier de Gangnam à Séoul, connu pour son luxe et son style de vie extravagant. La chanson parodie la culture des riches et les habitudes des habitants de ce quartier. Je me rappelle, je sais plus précisément où est-ce que j'avais entendu et vu le clip pour la première fois, mais c'est pas que j'ai pas capté, mais j'étais omnibulé par le truc, je bougeais pas, j'étais en mode... Parce que je découvrais un nouvel univers en vrai. Hein. L'univers de la K-pop, tout ça, je ne connaissais pas forcément. J'ai bugué, je comprends pas. J'étais un gognol, hein, j'étais comme ça. Hein. Déjà que j'étais pas intelligent à l'époque, alors là, tout ce qui me restait, ils me l'ont enlevé là. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça a eu un impact. Mais genre ce son, à lui tout seul, a eu un impact énorme pour la Corée. Numéro 1, l'impact culturel. Gangnam Style a joué un rôle crucial dans l'introduction de la musique K-pop à un public mondial. Avant cette chanson, la K-pop était principalement populaire en Asie. Grâce à son succès, de nombreux artistes K-pop ont ensuite trouvé un public international. La chanson et son clip ont éveillé la curiosité du monde entier sur la culture coréenne. Cela a conduit à un intérêt accru pour d'autres aspects de la culture coréenne, comme la mode, la cuisine et les dramas. 2. L'impact médiatique. Gangnam Style est devenue la première vidéo à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube. Elle a démontré le pouvoir des plateformes de médias sociaux et de partage de vidéos pour propulser des contenus à une renommée mondiale. Et c'est aussi le cas pour les mèmes d'internet. Les images et les vidéos parodiant ou imitant la danse du cheval sont devenues des mèmes populaires. Et même les flash mobs. Vous vous rappelez des flash mobs? Moi j'avais oublié. J'aurais préféré toujours oublier. 3. L'impact économique. Grâce à des millions de vues, Psy et sa maison de disques ont généré des revenus substantiels provenant des publicités de YouTube. La chanson a attiré l'attention sur Séoul et le quartier de Gangnam, augmentant l'afflux de touristes intéressés par la culture coréenne. Même au niveau des contrats publicitaires et sponsoring, Psy a signé de nombreux contrats publicitaires et a été invité à participer à diverses campagnes marketing à l'international. 4. L'impact social. Gangnam Style a été apprécié par des personnes de tout âge, nationalité et milieu. Cela a montré comment une chanson pouvait réunir les audiences diverses grâce à son attrait universel. Numéro 5, tout simplement l'influence qu'il a pu avoir sur l'industrie de la musique. Son succès a influencé la manière dont les maisons de disques et les artistes voient le marketing numérique. Il a mis en évidence l'importance des clips vidéo attrayants et des campagnes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le fait que le succès de Psy a encouragé davantage de collaborations entre des artistes de différents pays, augmentant les échanges culturels et musicaux à l'échelle mondiale. En gros, Psy, en sortant ce son, il a dépassé le cadre juste de la musique, en fait, de l'univers de la musique. C'est vraiment devenu quelque chose de la culture populaire. Mais en fait, pas que la culture populaire, il y a eu les médias, l'économie, le tourisme, enfin, il y a tout. Le mec, devient président, cousin, devient président. Et la dernière qui a eu un succès incroyable en 2012, qui est fortement liée aux réseaux sociaux, elle se trouve au Canada. Elle va avoir une place prédominante dans la pop US en 2012. C'est Carly Rae Jepsen. C'est Noël et Justin Bieber est de retour au Canada pour faire visiter à Selena Gomez sa ville de naissance, Stratford, en Ontario. Il est dans une voiture quand soudainement, une chanson passe à la radio.
qu'est-ce que... Faut que je fasse un tweet. En fait, Carly Rae Jepsen n'est pas une inconnue au Canada. Elle a fini 3e à Canadian Idol quelques années plus tôt et Call Me Maybe est le premier single de son 2e album. Le Canada est habitué à produire des pop stars locales dont la notoriété ne s'étend pas au-delà des Grands Lacs. La composition de la chanson s'est fait naturellement. Carly et son co-compositeur l'avaient pensée comme une chanson folk à la base. Puis, ils amènent la maquette à Josh Ramsey, le chanteur du groupe Marian Trench, qui leur conseille et les aide à la popifier. Popifier. Je sais pas si ça se dit le terme, popifier, mais rendre plus pop. Mais revenons au tweet de Bieber, parce que c'était quand même le truc de base. Malgré les fautes d'orthographe et le tweet qui se conclut par LOL, t'es en mode, bah, tu te fous de ma gueule ou c'est bien, t'aimes bien? On sait pas. Le coup de pouce de Bieber va faire basculer Carly Rae Jepsen dans une autre dimension. Tout s'enchaîne très vite. Bieber va même inciter son manager Scooter Braun à signer la jeune chanteuse. Il fera même une vidéo parodique avec Selena Gomez, Ashley Tisdale et le groupe Big Time Rush. En vrai, Call Me Maybe, ça a été un peu le plus gros son de sa carrière parce que derrière, elle aura quand même du succès au Canada, un petit peu aux États-Unis, mais elle arrivera plus à retrouver ce truc et ce pic, ce prime qu'elle a eu en 2012. Bon, assez parlé d'elle, on va se concentrer sur le thème en général, qui est la pop aux USA. En 2012, la pop internationale est grosso modo divisée en deux catégories. La pop dance floor, et la pop pas dance floor. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. En 2012, on est dans le cœur d'une Keisha-fication de la musique grand public. Pop, hip-hop et électro ont joint leurs forces pour offrir au public mondial une longue fête interrompue. Tout le monde chante sur la nécessité de danser jusqu'au bout de la nuit et d'enfiler non-stop des shots de tequila. Et dans ce domaine, il y a certains loustiques qui sortent du lot. Honnêtement, il y a plein d'artistes cette année-là, hein. Mais pour moi, j'étais obligé de commencer par lui, hein. Mr. 205, Mr. Worldwide, allez, bodyguard. L'année 2012 a été une période remarquable pour Pitbull. L'artiste et rappeur cubano-américain était déjà connu pour ses hits entraînants et ses collaborations prolifiques les années précédentes et revient avec un nouvel album en 2012, Global Warming. En vrai, dans cet album, on s'en rend pas compte, mais il y a tellement de sons qui ont dominé les charts internationaux. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. I just wanna feel this moment. Mr. Worldwide a consolidé sa position comme l'un des artistes les plus influents de la scène musicale internationale, avec des hits entraînants et des collaborations stratégiques. Dans le même style que Mr. 305, il y en avait un autre qui pour moi en 2012 était au pic de sa carrière, pourtant il avait fait des bons sons avant, hein. Mais Florida en 2012, son album, c'est... Pour moi, Pitbull, Florida, c'était... Pour moi 2012 c'est ça. C'est un peu les génériques des anges de la télé-réalité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était que c'est des sons comme ça. Et je dis qu'il a eu son pic en 2012 parce que tout comme Pitbull, Florida était déjà connu dans l'univers de la musique avec des sons comme Low, en feat avec T-Pain, et Right Round avec Keisha en 2009. Mais pour moi, l'album de 2012, la White Ones, c'est hit sur hit. Il enchaîne hit sur hit. Et à la radio, je m'en rappelle de l'époque, on n'entendait que ces sons. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. Wild star. Hey, I heard you were a wild one. I cry just a little when I think of letting go. Sometimes I get a good feeling, yeah. Et il avait un don pour fusionner les trucs rap, lui, ses passages rap, avec les refrains chantés, dance, pop et tout. Ces refrains rap, c'était toujours la même chose. C'était un truc chanté, et quand ça revenait sur lui, ah, c'était toujours la même chose, mais nous on était en mode, bah ouais, bah c'est bien. C'est lequel, celle-ci? C'est la 12e? Oh, elle est bien aussi. Tout le temps, c'était la même chose. Et si en fait on l'entendait aussi tellement de fois, c'est qu'elle était
dans toutes les radios de France. J'en pouvais plus. Énergie? Ah bah Florida. Skyrock? Ah bah Florida. Fun Radio? Florida. Chérie FM? Aznavour. Bon, ça c'est normal, ça c'est... Il y en a un aussi qui a voulu surfer sur ce style dance pop avec de l'EDM, c'est Usher, avec son morceau Scream. Bon, le son était pas mal. Oui, non, enfin, en vrai, je me rappelle, il était bien. Enfin, je suis peut-être gentil là. Mais c'est pas le plus important pour Usher en 2012, parce qu'il faut se rappeler qu'il a un petit protégé depuis 2009 qu'il a signé dans son label RBMG et qui en 2012 va franchir un nouveau cap, Justin Bieber. Car oui, les gars, 2012 là, c'est fini le petit prépubère qui chantait il y a 3 ans Baby là. Ce chien là qui avait une bête de coupe de cheveux là. C'est les beaux cheveux lisses blonds là. Moi j'ai des cheveux, mon père il m'a donné des cheveux de merde, je suis dégoûté. Je l'ai fait, j'ai voulu faire la coupe en 2009 hein. Je suis dégoûté, on dirait des poils de bite. Ils ont rien dit ces crevards, ils m'ont laissé souffrir et tout, j'avais pas de meuf à l'époque, bah tu m'étonnes là. Dégueulasse. On aurait pu me tondre pendant la nuit là, pendant que je dors là, et je serais très content. J'en serais ressorti avec moins de séquelles qu'aujourd'hui hein. Aujourd'hui, Justin a 18 ans et va faire un gros travail sur l'évolution de son image publique, adoptant un style plus mature et sophistiqué. Ses choix de mode, ses tatouages et son attitude en général ont marqué une transition vers une phase plus adulte de sa carrière. Parallèlement, sa présence active sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, lui a permis de maintenir un lien étroit avec ses fans, de partager des aspects personnels de sa vie et de promouvoir sa musique de manière efficace. Les fans ils vont se douter qu'il y a un album qui allait sortir en 2012, mais avant l'annonce de l'album, il apparaît dans un son. Quand j'ai fait mes recherches, je suis retombé dessus, j'étais en mode « Oh le poulet, il est exceptionnel ce son !» C'est Far East Movement, un truc comme ça. Live My Life, il est dedans, il est dans le refrain. Il était incroyable ce son, je l'aimais plus que tout. Et c'est donc lors de son passage au Ellen DeGeneres Show en fin février qu'il annonce le premier single de son nouvel album intitulé Boyfriend et qui sortira le 26 mars. Bon, le morceau est arrivé à la 2e place du Billboard, après s'être vendu à plus de 521 000 exemplaires la première semaine. Et c'est donc quelques mois plus tard, le 19 juin, que sortira l'album Believ. Et on y retrouvera dedans énormément de hits. Ce dernier battra le record à l'époque de la vidéo avec le plus de vues en 24 heures puisqu'il atteindra les 10 millions. L'album se classera numéro 1 dans plusieurs pays et accumulera les disques de platine. Bravo Justin. Mais be careful Justin. Parce que si en 2009 t'étais le petit minet tout mignon et tout et que t'étais le seul et que toutes les filles étaient croque-love de toi, 2012, t'as des concurrents. Hein. Il y a d'autres lousticos là qui sont arrivés et attention, hein, attention les morceaux. Hein, parce qu'il y a un phénomène qui est revenu au début des années 2010 et qu'on n'avait pas vu depuis la fin des années 90, début années 2000, c'est les boys band. Et bon, je pense que vous savez de qui je vais parler. Hein. Oui, les One Direction. Voilà, les One Direction, oui. Parce que c'est lors de l'année 2010 que le groupe a été formé dans l'émission britannique X Factor. Les membres du groupe Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik ont initialement été auditionnés en tant qu'artistes solo. Mais ils ont été réunis par le juge Simon Cowell pour former un groupe. Le groupe a rapidement gagné en popularité grâce à leur performance charismatique et leur camaraderie évidente. Bon par contre ils ont fini 3ème, loser, mais ça a quand même suffi pour attirer l'attention de pas mal de labels et de tout ça. Parce qu'après X Factor, One Direction a signé un contrat d'enregistrement avec Psycho Music, le label de Simon Cowell. Le premier single du groupe, sorti en septembre 2011, a été un énorme succès, atteignant la première place des charts britanniques et devenant rapidement un hymne pop mondial. Up All Night, leur premier album sorti 2 mois plus tard, a été bien accueilli et a dominé les charts dans plusieurs pays. Des singles comme Gonna Be You et One Thing ont également connu un grand succès. Et
Et même si l'album sort fin 2011, c'est vraiment en 2012 que le groupe connaît une ascension fulgurante sur la scène internationale. Leur album est devenu un best-seller dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, où ils ont débuté à la première place du Billboard 200, une première pour un groupe britannique avec leur premier album. Et ils ont senti le bon filon, les loustiques, les cochons, là, ils ont vu que ça marchait bien, donc un petit peu plus d'un an après, puisqu'attends, le premier album sort en octobre 2011, donc en novembre 2012, donc ouais, un petit peu plus d'un an, ils sortent leur deuxième album, qui sera intitulé Take Me Home. Encore une fois, on retrouve dans l'album énormément de tubes. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, yeah, yeah. Et à l'époque, c'était un truc de zinzin. Ils avaient une fanbase, les Directioners, les Directioners. Moi, mais c'était incroyable, hein. Je savais pas. Ils avaient réussi à créer quelque chose, genre que ce soit en concert, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la cour du collège. Ils ont créé des monstres. Elles étaient matrixées, les meufs, à l'époque, hein. Mais, tu peux pas être tout seul. Ce serait trop beau. Tu peux pas être le boys band et tout. Nan. Il faut un ennemi, il faut un Némésis ou alors quelqu'un en qui t'es en guerre, quoi. Parce que s'il y a le PSG, il y a l'OM. S'il y a Sangoku, il y a Vegeta. S'il y a les Crips, il y a les Bloods. Ouais, pas sûr de celle-ci là pour. Bah là, en gros, les One Direction, c'est les Crips et The Wanted, c'est les Bloods. Je suis pas sûr de comparer quand même un gang américain avec deux boys bands. Bon, c'est pas option. Car oui, il y avait un deuxième boys band qui cartonnait aussi à l'époque. The Wanted, un groupe britannico-irlandais, je sais pas si ça se dit, comme les One Direction en plus, comme par hasard, qui a connu un gros succès au début des années 2010. Composé de Max George, Siva Kanesvaran, Jay McGuinness, Tom Parker et Nathan Sykes, ils sont arrivés en 2012 avec un album intitulé Battleground. Et certains singles vont atteindre la première place des charts britanniques et irlandais. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My shakes in the sun. You'll find the shakes in the sun. Ça commence à se faire, ça commence à bien marcher, et ils atteignent la 3e place du Billboard à un moment, ce qui fait que bah bam, on est connu à l'international, et ça commence un petit peu à concurrencer les One Direction. Et vous vous rappelez que juste avant, j'ai fait une comparaison entre les deux clans, genre les Crips et les Bloods, genre aux States, et ben c'est un peu pareil. C'est plus mimi, mais c'est un peu pareil. Parce que oui, il fallait bien s'en douter. Au bout d'un moment, il n'y a qu'une place au sommet. Et malgré le fait qu'on ait cru que ça allait bien entre les deux groupes, hein, bah ça a commencé à partir en cacahuète. Parce que oui, l'affrontement entre One Direction et The Wanted a été l'un des conflits de boys band les plus médiatisés des années 2010. Ce clash, marqué par des échanges acérés sur les réseaux sociaux et dans les médias, a captivé l'attention des fans et des tabloïds. Premier déclencheur, c'est en avril 2012. Des tensions ont émergé lorsque Zayn Malik de One Direction a critiqué The Wanted sur Twitter, en réponse à des commentaires faits par les membres de The Wanted dans diverses interviews. Les membres des deux groupes, notamment Max George et Tom Parker de The Wanted, ainsi que Zayn Malik et Louis Tomlinson de One Direction, ont échangé plusieurs tweets piquants, parfois même insultants. Les insultes ont inclus des remarques sur le talent vocal, l'apparence physique et la popularité respective des deux groupes, et le clash ne s'est pas limité aux réseaux sociaux. Tom Parker de The Wanted a notamment critiqué Zayn Malik dans une interview en le qualifiant de geek de la musique. Oh oh oh, t'es dark toi, t'es trop dark. C'est quoi la prochaine étape? Sa mère c'est une grosse pute. Mais les deux groupes se sont aussi croisés lors des MTV Video Music Awards en septembre 2012. Bien que les interactions en coulisses n'aient pas été directement hostiles, la tension était palpable et alimentait les rumeurs de conflit. Oh les gars, vous êtes à 10 mètres là, hein. Vous étiez à 10 mètres, vous vous regardiez et tout. Y'en a pas un qui veut insulter une mère ou un truc comme ça, que ça parte un peu en cacahuète, qu'on ait un peu de contenu, qu'on ait de quoi manger, non? Bah non, ils se sont regardés au loin, ils ont fait... L'autre il a fait... C'est toi, t'as quoi toi? Chiant à mourir, hein. Chiant comme la pluie cette histoire. Et en fait, toute cette histoire a diverti, tout le monde était comme des oufs. Et quand je dis tout le monde, bah y a surtout les fans. Et les fans, sur les réseaux sociaux, tous les jours sur Twitter. Ah non mais les One Direction ils ont... Ah non mais les Wanted... Ah non mais les One Direction par contre ils ont commencé... Et les One... Oh vos gueules. C'est insupportable, on n'en peut plus. C'est insupportable. On verra petit à petit que le conflit se calmera au fil du temps et des trajectoires en solo que chacun prendra dans les années qui suivront. Autant rester dans les groupes, parce qu'il y a boys band mais il y a les groupes. Et autant rester dans les groupes avec Overexposed. Je suis très nul en anglais moi. C'est l'album de Maroon 5 qui sort en 2012.
Mais il y a aussi des groupes pas connus avant, enfin un peu moins connus avant, qui avec un son ont cartonné en 2012. Je prends l'exemple de Fun, We Are Young. Mais dans la pop US en 2012, il y a un autre spectre un petit peu, donc là on a arrêté avec les groupes, on a vu Pitbull et tout, il y a un autre spectre qui est pas trop mixage, DJ, refrain et tout en mode Pitbull, mais qui est plus tourné vers le passé, et c'est l'exemple de l'album en 2012 de Bruno Mars. Mais 2012, c'est aussi et surtout l'année d'Adèle. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, Adèle aussi, comme Bruno Mars, mais peut-être de manière un peu moins flashy, est un melting pot d'influences. Si son premier album 19 revendiquait principalement les influences de grandes chanteuses de la soul music comme Etta James ou Roberta Flack, c'est en tournant aux États-Unis pendant de nombreuses pauses cigarettes que le chauffeur de son tourbus lui fait découvrir la musique américaine profonde, le gospel, le bluegrass ou encore la folk. C'est de cette inspiration qu'elle tirera ce son, si vintage, si profond, si particulier, et pourtant si universel, qui fait tout le sel de Rolling in the Deep. Si son album 21 est sorti l'année précédente, ses chansons continueront à envahir les ondes radio durant toute l'année qui suivra. Elle remportera à l'issue des 54e Grammy Awards 6 statuettes sur 6 nominations. Record seulement égalé par une artiste féminine, Beyoncé. Et déjà que 21 était un album exceptionnel avec tellement de hits, la fin d'année pour elle va être exceptionnelle et va, je pense, s'il y en avait qui avaient encore des doutes, va mettre tout le monde d'accord, puisque c'est elle qui va faire la BO de Skyfall. let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky Pour tout le monde, il s'agit d'une évidence. Skyfall n'est pas un James Bond comme les autres. Sa sortie en 2012 coïncide avec les 50 ans de la saga. Sam Mendes est le premier réalisateur britannique à reprendre les rênes d'un James Bond depuis 13 ans. Et il annonce déjà le film comme un hommage à l'ensemble de la saga. Adele, rien que par sa voix, ses influences évoquent un âge d'or de la chanson de James Bond. Particulièrement la Shirley Bassey de Goldfinger, où des diamants sont éternels. Avec Skyfall, peut-être galvanisée par le prestige de la James Bond song et par l'année exceptionnelle qu'elle vient de vivre, pour la première fois, elle semble pleinement enfiler les habits d'une grande diva à la détermination indestructible. Et je pense que c'est pas un hasard que Adele explose à cette époque-là, et je pense qu'elle arrive au moment où il fallait remplacer quelqu'un qui avait laissé une place vacante dans ce style de musique par rapport à une perte considérable, c'est la mort de Amy Winehouse le 29 juillet 2011. Adele et Amy ont d'ailleurs fréquenté la même école, la Brit School, une école type Fame mais version londonienne qui a aussi formé Cathy Melua, Leona Lewis et j'en passe. Amy, par son succès stratosphérique, a démontré qu'il y avait un marché à l'échelle mondiale pour une pop moins lisse, plus érudite concernant l'histoire de la musique. Et c'est pas un hasard parce que c'est aussi l'année où un autre Britannique va connaître un énorme succès, c'est Ed Sheeran. Mais on en parlera dans un autre épisode de Ed Sheeran. Le succès de 21 d'Adele fait mal à la tête tellement des ventes pareilles sont inimaginables aujourd'hui à l'ère du streaming. Avec 27 millions d'exemplaires certifiés, c'est le 17e album le plus vendu de tous les temps. C'est l'album le plus vendu du 21e siècle. Elle était même devant tous les albums des Beatles, Best of inclus. Et honnêtement, allez sur une plateforme de musique, Spotify, Apple Music, Deezer, je sais pas, relancez l'album, vous allez voir, vous allez connaître la plupart des sons. Votre mère va connaître la plupart des sons, et même peut-être votre grand-mère va connaître la plupart des sons. En fait, Adele, c'est le dernier vestige de ce qu'on appelle aujourd'hui la monoculture. L'époque où tout le monde en musique avait une connaissance commune basique de la pop musique. Dans le sens où demander à votre grand-mère de reconnaître une chanson de Beyoncé ou de Taylor Swift, je pense pas que ce soit la même. Hein. Bah tiens, allez, Taylor Swift, on en parle. Par la grâce de ses 3 albums précédents, elle s'est imposée à même pas 23 ans comme le plus gros succès country de son époque. Mais Taylor Swift voit plus haut. Pour promouvoir son album précédent Speak Now, elle décide pour la première fois d'incorporer à sa tournée des dates asiatiques et européennes. Pour continuer avec les profils féminins pop de l'année 2012, je suis obligé de parler de Rihanna. Je sais, j'en ai beaucoup parlé dans la première vidéo, mais là, encore une fois, 2012, je suis obligé d'en parler, quoi. Parce qu'il y a 2 choses marquantes cette année pour elle. Le premier, c'est son album qu'elle sort, qui s'appelle Talk That Talk, j'arrive pas à le dire, Talk That Talk, qui sort fin d'année 2011, mais vraiment fin, donc ça veut dire que c'est sur toute l'année 2012, en fait, que les singles vont sortir.
Mais la pupus ne va pas s'arrêter là, puisque moins d'un an plus tard, en novembre 2012, elle va revenir avec un autre album intitulé Unapologetic, avec un mix de genres. Musique de l'époque qui marche bien, en mode Eurodance comme on avait pu l'écouter dans 90% des sons depuis le début de la vidéo. Mais on y retrouve aussi des ballades beaucoup plus douces, et bizarrement, c'est celles-ci qui vont mieux marcher dans cet album. Bon, je pense qu'on a terminé niveau pop. Il y a quand même deux petites mentions honorables à faire. La première, c'est Ellie Goulding avec Lights. Et Kelly Clarkson avec Stronger qui, je pense que j'étais obligé de le mentionner parce que c'est des sons marquants de cette année-là et qui en plus, je crois, ont fini dans le top 50 du Billboard de cette année-là, donc plutôt marquant. Mais je vous propose de passer à l'autre catégorie qui... Ah, merci Seigneur. Cette année-là, elle était exceptionnelle. Elle était magique. Je pense que c'est l'une de mes années préférées dans cette catégorie. C'est le rap et le R&B aux États-Unis. Bah commençons tout simplement avec l'album, je pense, mon album préféré de tous les temps. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un album majeur pour notre génération, enfin ma génération, notre génération. Ça, cet album-là, c'est l'album qu'on fera écouter à nos gamins en disant, tu vois, ça c'était du rap, ça c'était du vrai rap, ça. Enfin, je m'explique. Pour essayer de faire court, je commence à écouter du rap quand je rentre au collège. Et j'écoute globalement les mêmes choses que vous dans ces années-là. Et moi, je kiffe. Je découvre un nouveau style. Mais déjà, il y a la petite musique des puristes qui commence à résonner. J'entends parler sur Twitter de gars comme Tupac, Nas et Biggie. Des mecs qui ont sorti des classiques, entre guillemets. Et visiblement, si j'aime pas ces sons-là, j'aime pas le rap apparemment. Enfin, c'est ce que je comprenais à l'époque. Mais moi, je me rappelle quand je dansais les albums à l'époque, je sais pas si c'est un truc de génération, mais j'accrochais pas. Il y avait 2-3 sons où je bougeais la tête que j'aimais bien, mais en général, c'était pas mon truc, je kiffais pas de ouf. Après, je suis pas bête non plus, je comprends ce que le terme classique veut dire. Déjà, je sais qu'il faut que ce soit engagé socialement. Faut que ça te dise des trucs de société en gros. Ensuite, faut mettre des rappeurs qui rappent même trop bien pour mon oreille de personnes qui connaissent pas le rap. Je pense qu'il faut que le flow soit plus inconstant avec des inflexions rythmiques. Bref, il est 18 h, je rentre du collège et j'avance sur le chemin entre l'arrêt de bus et chez moi. La veille, j'ai téléchargé sur uTorrent une petite dizaine d'albums format MP3 un peu au pif. Je me lance finalement sur celui dont la cover dépeint un vieux van tout pourri. Je fais défiler les différents morceaux sous mes doigts et choisis celui qui contient freestyle dans son titre. Ça, freestyle, je connais, j'en ai déjà entendu. Je m'y connais pas en rap, mais freestyle, le terme, je connais, je suis pas ouf. Je lance donc cette musique. Je n'avais jamais entendu ça de ma life. Et là, je ralentis. Je m'arrête presque. J'ai 15 minutes de l'arrêt de bus à chez moi. Et une fois arrivé chez moi, je serai obligé de retirer mes écouteurs, de me préparer pour le dîner, les darons, les horaires, vous connaissez. Mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, je ne pouvais pas ne pas écouter la suite. Donc je peux vous dire que les techniques pour gagner du temps, de faire le tour un petit peu du patelin de maison, d'y aller en moonwalk, là tout était bon pour pouvoir gratter le plus de minutes possible et découvrir chaque son de cet album. Et c'est là que j'enchaîne tous les titres. I'm trying to keep it alive and not compromise the feeling we love. Nigga, why you babysitting? Only 2 or 3 shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. $8 might turn to $1 million, then we all rich. That's just how I feel. Be the last one out to get this dough. No way, love one of you bucket-headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. Et là, je l'ai. La sensation d'être devant quelque chose de grand.
Quelque chose qui me dépasse, de grandiose. Quelque chose qui vient de taper mes oreilles et mon cœur en même temps. Je comprends rien à l'anglais, hein, mais pourtant je comprends tout. Que ce soit dans la puissance de l'interprétation, dans l'agressivité, puis la douceur des prods, tout me parle. Depuis ce jour, donc 2012, je l'écoute très souvent. Je pense que j'y reviens une fois par an à l'écouter en entier. C'est comme si je retrouvais un mentor, un frère, un vieil ami, je sais pas. Mais ça m'a tellement marqué. Et en plus, je ne m'en lasse pas. Hein. Tout simplement parce que les émotions que je ressens en l'écoutant ont évolué au fil du temps. Au fil de ma compréhension toujours plus fine des thèmes, de la profondeur musicale de l'album. Et le ressenti instinctif de l'adolescent que j'étais s'est progressivement mué en admiration artistique. Celle de l'adulte que je suis devenu aujourd'hui. Et j'aurais pu vous parler de la narration ultra immersive dans l'album, construite comme un film de cinéma, de la plume de Kendrick, qui marche sur l'eau à chaque couplet, de l'habillage sonore exceptionnel concocté par tous les légendes de la G-Funk, Dre en chef de file. Vous parlez de l'événement culturel qui a représenté un tel album dans son pays d'origine. J'aurais pu, et je le ferai peut-être, qui sait, peut-être. Mais je vous invite à aller découvrir cet album si vous ne connaissez pas, ou à le redécouvrir parce que, honnêtement, même si on n'est pas fan de rap, c'est un moment exceptionnel et moi j'en parle parce que je l'aime plus que tout. Mais je pense ne pas me tromper si vous découvrez et que vous allez vous dire bah c'est quand même une dinguerie hein. Mais honnêtement foncez, c'est exceptionnel. Bon, on va continuer dans les classiques parce que cet album-là est considéré comme l'un des meilleurs de sa discographie. C'est un album de Drake donc qui est sorti en 2012 et c'est Take Care. Non, faut pas que je parle du Clash, on est en 2012. Oh, la vidéo c'est quoi? C'est la musique en 2024 ou en 2012? Bon allez, on se concentre. On va se remettre un peu dans le contexte. En 2010, Drake sort un premier album, Thank Me Later, qui a été globalement une réussite. Il a bien vendu, nomination Grammy Awards, tout tralala. Reste une fois que la poussière est retombée, Drake le sait. Son album c'était globalement une redite de ses EP précédents. Il a pas pris le temps de faire les choses bien. Il l'a rushé dans tous les sens pour sortir l'album rapidement. Et au final, malgré les critiques positives, il est déçu. Succès critique, oui. Succès commercial, oui. Autosatisfaction, non, il est pas, non. Donc il va se mettre au charbon et il va se dire, cette fois, je prends le temps. Je fais les choses bien et je sors un deuxième album de zinzin. Et cette volonté de faire les choses bien, de perfectionnisme, ça va se traduire par une décision simple. Resserrer le dispositif créatif. En gros, le premier album, c'était un medley sans direction artistique claire. À cause de très nombreux producteurs et à force de multiplier les références, le tout finit par manquer de personnalité. Cette fois, l'album est chapeauté artistiquement par un gars, Noah Forty Shabby, crédité sur 8 des 17 sons en tant que producteur. En plus d'avoir assuré le mastering et le mixage de l'album, c'est clairement lui qui donne sa couleur musicale. Bon, et donc c'est quoi la couleur musicale de cet album? Déjà un son atmosphérique, des textures sourdes, des tempos lents, des pistes de synthétiseurs mélodiques et des arrangements ambiants clairsemés. Au niveau de l'orchestration, la majeure partie de la production de l'album se caractérise par des couches de synthé sombres, des claviers atmosphériques, des sons de guitare aussi maussades que doucereux, le tout rythmé par des batteries étouffées. Smoking weed under star projectors. I guess we'll never know what Harvard gets us. But seeing my family have it all took the place of that desire for diplomas on the wall. And really, I think I like who... Après, pour le reste de l'album, bon, Drake il peut pas vraiment s'en empêcher. C'est la caricature du rappeur. Directeur artistique qui veut 12 000 nuances différentes à chaque morceau. Donc il se fait quand même plaisir au niveau des invités avec des collaborations sur l'album. Mais c'est pas grave. Forty veille au grain. Donc vas-y Drake, éclate-toi. She want a photo, you already know though. You only live once, that's the motto, nigga. YOLO, and we bout it every day, every day, every day. Like we sitting on the bench, nigga. We don't really play every day. Fuck what anybody say, can't see it. You've seen all my mistakes, so look me in my eyes. 'Cause if you let me, here's what I... The Weeknd, Jamie XX, André 3000. T'as des mecs en collab sur tes sons comme ça, je pense que tu te prends même pas la tête. Allez-y, on fait un truc ensemble, tu sais que la sauce elle va prendre, tu te prends pas la tête, t'es bien. Et d'ailleurs, il offrira même une interlude à Kendrick. Genre, Drake il est pas sur son, c'est que pour Kendrick. Looking in the mirror, I'm embarrassed. I'm feeling like a suicidal terrorist. React like an infant whenever you are mentioned. Pas parler de l'embrouille, pas parler de l'embrouille, parle pas de l'embrouille, mais putain je cherche aussi, eux aussi ils cherchent, mais pas parler de l'embrouille. Et donc avec ce projet, Drake gagnera le Grammy du meilleur album de l'année face à Kendrick. Ah non, ah il est pas Kendrick, non il est pas nominé Kendrick cette année-là. Comment ça il est pas nominé Kendrick dans le... Bref, c'est un joli succès. Succès critique, on y est. Succès commercial, on y est. Autosatisfaction, en bombe. Il est content, il a rempli son ego, on peut passer à l'artiste suivant. C'est parti. Man, you hella won't.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Est-ce que si je vous dis que Macklemore, il vient des États-Unis, vous me croyez? Oui, peut-être. Ou même vous en avez rien à branler. Mais je m'en fous. Et si je vous dis qu'il vient de Seattle, vous me croyez encore plus. Ouais, mais j'en ai toujours rien à branler. Eh ben, laissez-moi vous parler de Seattle, si ça vous dérange pas. Hein. Moi, j'ai l'impression de vous faire chier un peu là. Bienvenue à Seattle, ville emblématique du nord-ouest des États-Unis, connue pour ses pluies incessantes, son café Starbucks et ses gratte-ciel dominés par le Space Needle. Seattle est le berceau de nombreuses innovations culturelles et technologiques. Depuis les mélodies grunge jusqu'aux géants de la technologie comme Microsoft et Amazon, cette ville ne cesse de se réinventer et le paysage... J'ai des idées de merde, moi, quelquefois. J'écris des trucs, je me dis, ouais, ça peut être cool. Je l'ai fait, je me rends compte que c'est nul, mais je l'ai fait quand même. Faut que j'arrête avec ça. Hein. Sois normal, cousin, sois normal. C'est le décor historique des films et les séries érotico-vanille un peu nazes, là, comme Grey's Anatomy, Twilight ou encore 50 nuances de Grey, pour ne citer que... Et niveau culture musicale, la ville est connue comme le berceau de la culture grunge, avec des groupes comme... Donc au cas où vous n'ayez pas encore saisi, chez eux, c'est pas vraiment le rap qui domine. D'ailleurs, quand on demande à Macklemore s'il y a un son de Seattle, à l'image du son de Charleston ou de Chicago, il répond ça. Un son de Seattle, le vrai truc qui caractérise le son de Seattle, c'est qu'il pleut beaucoup, même tout le temps. Et donc il n'y a pas grand chose à faire à part s'enfermer dans un studio, composer et perfectionner sa musique. Oh, bah ça donne envie d'y aller, cette histoire. Ça doit être cool. De Seattle. Il a pas besoin de soleil, lui. Il a pas besoin de maison de disques, de labels. Il a pas besoin de médias. Il a besoin d'un homme. Ryan Lewis, son producteur. C'est le Forty de Drake, le Quincy de Michael Jackson, le Sganarelle de Gargamel. Et ouais, on l'oublie souvent, hein. Moi le premier. Hein. Et le nom de Lewis apparaît à côté de celui de Macklemore sur la pochette d'album. Le duo prend forme en 2008 et sort dans la foulée de Unplaying Mixtape, un EP digital sorti gratuitement et qui va rencontrer un petit succès. Un projet très hip-hop alternatif de l'époque, basé sur beaucoup de samples de musique indie ou de rock commercial. Danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. It's in my veins, you can never put that out, no matter how hard it rains. In my Northwest, making you feel the vibe. Check how Seattle do. Come to my side. I mean, I like how y'all do. Think we on. Dans le même temps, Macklemore commence à enchaîner beaucoup de concerts locaux. Il rappe partout, dans les lycées, dans les campus, dans les festivals, dans les showcases. Tu mets un micro quelque part, le mec il peut pas s'empêcher de rapper, ça le démange. Et mine de rien, ça commence à prendre. Avec le merch, les cachets des concerts, les revenus publicitaires de l'EP. Oui, parce que c'est pas gratuit, hein, tu connais, c'est toi le produit frérot. En fait, il commence à se faire une jolie pécule. Et il réinvestit tout pour produire toujours de meilleurs morceaux et sortir de meilleurs clips. Le mec s'est créé son cercle vertueux. Et le tout en indépendant. Pas de label, pas d'éditeur, pas de grosse couverture médiatique, rappelez-vous bien. Et pendant 3 ans, ce qui est au passage énorme pour enregistrer un album, lui et Lewis vont perfectionner chaque sonorité composant les 18 titres qui comptera le projet final. Et quand ils le sortent, l'album, c'est pas un succès de ouf tout de suite, hein. Pourquoi? Parce que l'album, même s'il est bourré de potentiel, sort en indépendant, sans le soutien de gros labels pour pousser la promo. Mais c'est pas grave ça. Macklemore reste fidèle à ses principes, travail, famille, patrie. Ah non, pas celui-là. Travail, travail, travail. Voilà, c'est celui-là qui... Finalement, le duo continue à bosser d'arrache-pied et grâce à des concerts incessants et une promotion intense sur les réseaux sociaux, la mayonnaise va finir par prendre. Et là tout de suite il pleut beaucoup moins quand même à Seattle. Là c'est grand soleil sur le compte en banque si tu vois ce que je veux dire. Il pleut hein, mais c'est des billets dans le compte en banque. Je suis dépressif. En tout cas c'est une belle histoire pour Ryan Lewis et Macklemore. Et ils sont revenus il n'y a pas longtemps avec des nouveaux projets. Donc ils ont toujours continué. 2013 aussi il y avait des trucs, 2014. En tout cas les gars sont toujours là. On va enchaîner avec un projet qui... Bah honnêtement il y a Good Kid, Mad City comme je vous disais qui était l'un de mes albums préférés. Mais il y a aussi en 2012 un autre album que j'aime plus que tout. Et qui... il est juste exceptionnel, il est doux. Je pourrais pas vous dire. Je peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Chanel Orange de Frank Ocean. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Alors déjà, disons-nous-le,
Quelle année de zinzin en ce qui concerne le R&B aux États-Unis. Le renouveau du genre peut se résumer avec 3 albums, Take Care de Drake, Trilogy de The Weeknd, oui je sais que c'est mixtape mais bon ça va, et Chanel Orange de Frank Ocean. Les 3 œuvres partagent plusieurs points. Déjà, ils développent tous un son R&B atmosphérique, lancinant, parfois onirique, chacun avec ses influences propres. La pop ambiante et le post-punk pour The Weeknd, le rap pour Drake et pour Frank Ocean, les influences sont à chercher du côté de la neo-soul et de la funk psychédélique. Et malgré la différence d'influence de ces 3 albums, j'ai la même sensation quand j'écoute les 3. Ce truc de flotter, d'être sur un nuage, un peu c'est comme la pub la Kinder, ouais mange ton Kinder ouais, sur un nuage, qui est très con au passage. Écoute plutôt Chanel Orange. Là oui, là je peux comprendre que t'es sur un nuage. Pour expliquer, genre Chanel Orange, quand je fais ma sieste de 14h-15h, c'est Chanel Orange. Je mets Chanel Orange, j'ai mon casque, je me pose et c'est Chanel Orange. Bon, et Chanel Orange dans tout ça, c'est quoi exactement? Une exploration poétique des expériences sentimentales qu'a vécu Ocean? Une réflexion sur les relations sociales qui se jouent entre blancs et noirs en Californie? Une quête sur l'acceptation de soi et tous les obstacles qui se trouvent sur leur chemin? Bah, c'est un peu tout ça à la fois en vrai. Prenons par exemple Think About You, la chanson qui ouvre l'album. Frank, à travers des synthés apaisants et une mélodie douce, nous fait revivre l'expérience intime douce amère des premiers émois amoureux. Le morceau rappelle des discussions téléphoniques d'adolescents, celles où s'échangent les premières déclarations brûlantes, puis les doutes sur la réciprocité des sentiments. Et enfin, les regrets d'une relation déjà ou presque finie, que l'on aurait aimé voir durer. Le You, auquel il fait référence, c'est son premier amour, celui des premiers papillons dans le ventre, qui fait espérer que l'été peut durer toute l'année. Celui aussi des premières parano, à chaque minute qui passe à attendre son SMS. Et ce You, pour Frank, c'était un homme. Et évidemment, ce son prend une dimension encore plus poignante quand on sait qu'il a fait son coming out, je crois quelques jours ou quelques semaines, sur Tumblr en plus à l'époque, mais genre une semaine ou 2 avant la sortie de l'album. Allez le voir, le message est magnifique et encore accessible pour ceux que ça intéresse. Ensuite, pour illustrer les relations sociales et les dynamiques entre riches et pauvres, blancs et noirs, Super Rich Kids est parfaite. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Avec l'aide d'Earl Sweatshirt, Ocean illustre la vie superficielle des jeunes richoux californiens. Eux pour qui une voiture neuve et une nouvelle copine ont la même utilité. En profiter et parader avec. Leur désintérêt ambulant, leur excès alcoolisé, tout se confond. Et le morceau dépeint un monde où les plaisirs matériels, loin de le remplir, ne parviennent qu'à creuser leur vide existentiel. Enfin, pour la quête de l'acceptation de soi, Bad Religion. Bad Religion est un exemple puissant. Dans cette chanson, Ocean se confie à un chauffeur de taxi, lui avouant ses luttes internes et ses doutes spirituels. Ainsi, à travers ses chansons, Chanel Orange s'apprécie comme une mosaïque complexe d'émotions et de réflexions, où chaque morceau contribue à une fresque intime et universelle. Je peux pas parler de tous les morceaux, mais écoutez-moi ça. Since you've been gone, I've been having withdrawals. You were such a habit to call. I ain't myself at all, had to tell myself no. She better with some fella with a regular job. I didn't want to get her involved. By then, Mr. Benjamin was sitting in awe. Yes, kill Cleopatra. Cleopatra. Et encore une fois, je peux que vous inviter à réécouter cet album, ou à l'écouter. Il y en a peut-être qui l'ont pas jamais écouté, c'est pas une honte, hein. Écoutez-le, c'est juste incroyable, c'est un voyage exceptionnel. On s'est beaucoup attardé sur ces 3 artistes, mais encore une fois, il y avait tellement de choses cette année-là. On commence à voir l'arrivée émergente de la trap dans l'univers du rap, avec des sorties d'albums comme 2 Chainz, Rick Ross ou Gucci Mane. Mais aussi des singles marquants tels que Mercy de Kanye West, ou encore Turn Up The Lights, l'un des premiers succès de Future. Nicki, il y avait Nicki aussi, avec la sortie de Pink Friday, et elle aussi elle a réussi à mélanger le rap et la pop pour nous créer des énormes hits.
shit and they ain't saying nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor. I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more. On a fini avec le rap, le R&B, et là les derniers sons qu'on a eu de Nicki, je sais pas si vous voyez, depuis le début de la vidéo, tous les sons qui passent, 90% des sons, j'ai l'impression que c'est un peu la même sonorité, c'est un peu le même truc du refrain qui bouge et tout. Bon, pas Kendrick, pas Frank Ocean, tout ça, mais depuis même la pop US. Et en gros, ce qui est très drôle, c'est que quand on a vu la musique en 2007, c'était pas du tout ça. En 5 ans, ça a complètement changé. Et c'est normal, car le vrai genre musical qui va être mis en avant durant ces années et qui était pourtant il y a encore quelques années dans son coin et qui ne se mélangeait pas, ce genre que des artistes comme Daft Punk qu'on avait pu voir en 2007 vont commencer à pousser. Et les DJ vont reprendre le flambeau dans les années 2010. On parle bien évidemment de l'électro. Car oui, certains artistes que l'on va découvrir juste après ont réussi à trouver la bonne recette. Mélanger l'électro EDM avec la pop, fusionnant ces deux genres, et c'est le genre de chansons qui fusionnait ces deux genres qui ont dominé les charts mondiaux. Et l'un des pionniers qui était le plus présent dans cet univers-là à cette époque-là, c'est un Français, Cocorico. C'est pas le nom, c'est pas son nom Cocorico. Vous connaissez aucun DJ qui s'appelle Cocorico. Non, c'est David Guetta. Ils sont cons, eux. David Guetta est l'un des DJ et producteurs les plus influents de la musique électronique et de la pop moderne. Une grande partie de son succès repose sur ses collaborations stratégiques avec des artistes de renommée mondiale. Ses featuring ont non seulement propulsé sa carrière, mais ont également joué un rôle crucial dans la popularisation de l'EDM dans la musique grand public. Et ça fait un moment qu'il fait ça. Hein. Quand on voit par exemple Love Don't Let Me Go avec Chris Willis, c'est en 2002. Donc 10 ans avant, et pourtant c'est l'un de ses premiers succès, posant les bases de sa future stratégie de featuring. Il va continuer et connaître un succès encore plus gros avec l'album One Love et des sons comme Sexy Beach, When Love Takes Over ou encore Memories. Akon, Kelly Rowland, Kikedi, ils voient en 2009, 2008-2009 que ça commence à bien marcher là. Ces sons là, ils commencent à bien péter. Moi je les avais sur mon Nokia, je m'en rappelle. J'avais payé 1,99. Non, un pote avait payé 1,99 et j'avais récupéré la sonnerie. C'était ma sonnerie Memories. Quelle jeunesse de merde. Et nous y voilà, 2012. Enfin, je vais un peu tricher. Mais vous allez comprendre. David revient avec un 5e album studio, Nothing But The Beat. Le meilleur? Je sais pas moi, mais je lui connais pas assez. Hein. Mais en tout cas, c'est celui qui va atteindre selon moi son prime. En faisant mes recherches, j'ai rarement vu, mais genre là je vais pas vous mentir, j'ai rarement vu un album entier qu'avec des hits, qu'avec des sons connus. Genre sur 15 sons, je ne vais pas mentir, il y a 10 ou 12 sons qui passaient partout, tout le temps. C'est incroyable. I just wanna make you sweat. Tout ça là, c'est dans le même album. C'est pas genre, oh non mais j'ai pas regroupé ses meilleurs moments de toute sa carrière. C'est dans le même album tous ces sons. C'est incroyable. Le gars a ramené toutes les plus grosses stars de l'époque. Florida, Nicki, Sia, Snoop Dogg, Tayo Cruz, Usher, Neo, Chris Brown, Lil Wayne. Tous. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'allais un petit peu tricher. Parce que l'album est sorti rentrée 2011. Mais il y a tellement de hits, mon cousin, qu'en fait, c'est sur l'année 2022,
il y avait encore des sons. Et c'était même le début de tous les gros hits qu'il allait avoir. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand un album sortait à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où l'album sort en entier, tu l'as sur les plateformes, t'écoutes tout l'album. Pour que ça sorte à la radio, les singles sortaient au compte-gouttes. Donc ça veut dire que quand t'as 12 purs hits dans ton album, et que t'en sors un tous les mois, t'étais obligé carrément, il y avait tellement de hits que tu devais en sortir un tous les mois. C'est une dinguerie. Et comme je disais, il y a tellement de tubes que même un single comme I Can Only Imagine est sorti 8 mois après. Et même avec la réédition, on aura des sons comme Play Hard qui sortiront le 15 mars 2013. Presque 1 an et demi après la sortie de l'album. Mais la stratégie prouve que ça marche. Les collaborations ont permis à Guetta d'explorer différents genres et styles. Allant de la pop au rap, en passant par le R&B, il a pu toucher des audiences variées et aider à propulser l'EDM auprès du grand public, augmentant sa portée et son influence. Et en gros, au fil du temps, chaque collaboration avec un artiste de renom a renforcé la marque du DJ, le positionnant au bout d'un moment comme un producteur incontournable. Ça a solidifié sa réputation dans l'industrie musicale, attirant de plus en plus d'artistes désireux de travailler avec lui. Parce qu'il a réussi à maintenir sa musique à la pointe de l'innovation musicale et surtout à la mode, le différenciant des autres producteurs. Et en parlant d'autres producteurs, Calvin Harris. Je suis très nul en transition, je sais pas si ça se voit, il n'y a pas de pour ni rien, Calvin Harris, allez. L'Écossais fait une grosse année et avait bien débuté, avec pour commencer une apparition dans l'album de Rihanna qu'on avait mentionné plus tôt. Car c'est lui qui a la production de We Found Love, qui va être un énorme carton et qui va se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde en 2012. Le single est resté 10 semaines non consécutives numéro 1, dépassant Adele avec ses titres Someone Like You et Rolling in the Deep. Mais c'est surtout en octobre qu'on va entendre parler de lui avec la sortie de son album 18 Months, qui va être un énorme succès. Dans la même idée que David Guetta, Calvin va inviter sur son album énormément d'artistes pour faire la fusion de couplets pop et de refrains électro. On y retrouve Ellie Goulding, Florence Welch, Neyo, Kelis et bien d'autres. Il bat le nombre de singles issus du même album placé dans le top 10 britannique. 9. Record détenu jusque-là par Michael Jackson qui était de 7. 2012, c'est aussi petit à petit l'émergence d'un grand DJ suédois qui explosera vraiment l'année d'après en 2013 avec son album. Mais qui en 2011 avait sorti Levels et qui sortira en 2012 Silhouette, Avicii. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, en 2012, les festivals de musique électronique ont connu une expansion phénoménale, marquant une année clé dans l'histoire de l'EDM. Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution et à la réussite des festivals électro cette année-là, comme ce qu'on avait dit plus tôt, une mainstreamisation de l'électro avec des pionniers comme Guetta ou Calvin Harris, et ce qui a permis à des gens qui ne s'y connaissaient pas de base de s'intéresser à ce genre et à découvrir d'autres artistes. Mais aussi grâce à une production et une scénographie impressionnantes, comme par exemple Tomorrowland, avec des scènes élaborées, des jeux de lumière impressionnants et des effets pyrotechniques. Et tout ça, ça a permis de créer une expérience immersive et visuellement captivante pour les participants. Et ce qu'ils ont compris aussi, parce que comme on en parle, je disais que c'était un peu le thème de la vidéo en général, c'est qu'en 2012, les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, c'est en train d'exploser, c'est que Tomorrowland, déjà il y avait une diffusion en direct de l'événement, plus un after movie. Je sais pas si vous vous rappelez des after movies, moi je me rappelle de l'after movie Tomorrowland 2012, je pense que je l'ai regardé 50 fois cet after movie. Et surtout qu'ils sont forts, parce qu'en fait un after movie c'est un condensé de 15 minutes qui filmait un peu l'ambiance, tout ça, les mix et tout. Et en gros, j'ai dû, comme je disais, regarder 50 fois ça, et ça me donnait trop envie d'y aller. Et c'est fou parce que d'un seul coup, c'est dingue qu'en 2012, il y ait tellement de trucs à dire sur l'électro. Je prends un autre exemple, Skrillex. Avant de passer au prochain artiste, on va faire une petite devinette. Imaginez un sous-genre de musique électro anglais, genre ça. Un sous-genre de reggae, genre ça. Maintenant, essayez de vous faire une musique mentale correspondant à la fusion de ces deux styles. C'est bon? Bah voilà, la fusion, ça donne ça.
the bass and make some sound, boy run. And me will end your week just like a Sunday. Vous l'avez compris, on va parler de dubstep. Donc évidemment, on va parler de Skrillex. Revenons d'abord aux origines. La dubstep, c'est un genre qui naît à la fin des années 90 à Londres, dans des soirées underground. Un mix de garage UK, de two-step, de drum and bass et de dub. Mais majoritairement, c'est de la dub et du two-step. D'où ouais, dubstep, ça vient de la dub et vous vous en foutez. Je sais très bien que vous vous en foutez, mais moi je vais donner des informations intéressantes. Putain. Le genre commence à prendre forme avec des artistes comme Benga, Scream ou Digital Mystic. Un son lourd, des basslines puissantes, des rythmes syncopés. Mais c'est finalement au début des années 2010 que la dubstep explose à l'international. En grande partie grâce à un certain Sonny John Moore, alias Skrillex. Skrillex, c'est le petit prodige californien qui abandonne sa carrière dans un groupe emo, dont il est chanteur, From First to Last, pour se lancer dans la production électronique. Il passe de ça à ça. En 2010, son premier EP, My Name is Skrillex, sort gratuitement sur internet. Et déjà là, tout commence à s'emballer. Les morceaux comme Scary Monsters and Nice Sprites et Kill Everybody deviennent viraux. Le gars impose son style, une déferlante de bass wobble, des drops explosifs et une énergie débordante. Et puis, on arrive en 2012, l'année de tous les succès pour Skrillex. Les festivals et les clubs du monde entier se l'arrachent. Il devient le visage de la dubstep aux États-Unis et contribue à populariser le genre auprès du grand public. Il ne se contente pas de surfer sur la vague, il la crée. En février, il rafle 3 Grammy Awards, une première pour un artiste de dubstep. Les catégories: meilleur remix pour Cinéma de Benny Benassi, meilleure performance de dance pour Scary Monsters and Nice Sprites et meilleur album de dance électronique pour l'EP du même nom. Imaginez, à peine 24 ans, il est déjà une légende. En mars 2012, il participe à la tournée mondiale Full Flex Express Tour, une série de concerts sur un train traversant le Canada. Et surtout, il sort l'EP Bangarang avec des collaborations marquantes, comme celle avec Sierra sur le titre éponyme Bangarang. Le morceau devient un hymne, celui de la dubstep. D'ailleurs, quand j'ai entamé le sujet de la dubstep, je pense que vous aviez un son en tête et c'était celui-là. Et je pense que mon meilleur souvenir dans la dubstep, c'était un son de Skrillex qui était sur Far Cry 3 où il y avait de la dubstep en fond et fallait brûler des champs de bœufs ou je sais plus quoi ce que c'était. Et je me rappelle qu'il y avait un son avec Damian Marley ou je sais plus ce que c'était. Et pour moi à l'époque c'était une dinguerie, j'étais en mode c'est trop cool, c'est trop cool. Et le jeu était trop bien. Far Cry 3 c'était une dinguerie aussi. Mais bon, parlons de ce qui pique un petit peu plus. J'ai réécouté l'album, enfin l'EP, même la dubstep en général. Ça a mal vieilli, ça a très mal vieilli. C'était fun, mais ça a mal vieilli. En gros, c'est spectaculaire et c'est bruyant. Ça a pas de profondeur, je trouve. C'est bien. Non. En gros, c'est ça. Je pense les basses qui tabassent bien, c'est cool pendant 5 minutes. Mais au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. En fait, le problème, c'est que ce genre s'est enfermé dans sa propre formule. Et au bout d'un moment, ça tournait en rond. Ça tournait en rond, c'était toujours la même chose. Et la musique électronique mainstream a évolué, laissant place à des genres plus raffinés. Même Skrillex a dû suivre le mouvement. J'ai écouté ses derniers sons pour cet épisode, et ouais, on retrouve toujours des mêmes éléments de step, tout ça, mais c'est plus poli. Moins criard, moins explosif. Alors oui, Skrillex a marqué son époque et mérite son statut de légende. Mais avec du recul, j'ai l'impression que la dubstep, c'était plus une mode qu'une révolution musicale. Et honnêtement, c'est peut-être pas plus mal. Mais passons à des basses brutales et des drops explosifs de Skrillex à quelque chose de complètement différent. On change d'univers, on met les gaz direction les étoiles avec M83. Préparez-vous à un voyage sonore bien plus subtil et onirique, là où la musique vous enveloppe comme un rêve éveillé. Attachez vos ceintures, on décolle. M83, c'est l'épopée d'Anthony Gonzalez, un gars d'Antibes qui rêve de l'espace. Fondé en 2001, le groupe tire son nom de la galaxie Messier 83.
Rapidement, M83 se fait un nom sur la scène électro-française, puis mondiale. Hurry Up We're Dreaming, c'est le magnum opus de M83, un double album sorti en 2011, conçu comme un voyage introspectif dans l'enfance et les rêves. Anthony voulait capturer cette innocence perdue et il l'a fait avec une palette sonore aussi large que ses ambitions. L'album a vu le jour à Los Angeles, où Gonzalez a travaillé avec le producteur Justin Melda Johnson. À sa sortie, Hurry Up We're Dreaming décolle, genre très haut. Critique dithyrambique, succès commercial, l'album traverse les frontières et M83 devient une référence mondiale. Vous avez forcément entendu leur morceau quelque part. Je sais pas, une pub, un film, une série, Midnight City, ce son-là par exemple, il était partout. Hurry Up We're Dreaming, c'est une invitation à rêver, à voyager. Pour moi, c'est un ticket pour l'évasion. Chaque écoute est un retour en enfance. Cet album est comme un refuge, un endroit où se perdre et se retrouver. L'album a non seulement conquis les critiques, mais aussi un large public international, ancrant M83 dans le panthéon de la musique électronique. Gonzalez a su créer une œuvre intemporelle qui continue à résonner. Mais du côté du français, vous pensez que c'est fini ? Parce qu'il y en avait plein, il y avait C2C par exemple. Alors eux aussi, c'était un peu comme M83, il y avait Down the Road par exemple, qui était vraiment un son. Leur album est super cool, mais ce son, c'était partout. Les pubs, les films aussi partout, ils ont cartonné. Mais si on veut parler d'un autre DJ français qui a créé pour moi la plus belle BO, enfin non c'est pas la plus belle BO mais c'est un de mes films préférés donc je vais pas du tout être objectif, mais la BO de Drive, c'est Kavinsky. Kavinsky, de son vrai nom Vincent Bellanger, c'est un type qui sort de nulle part et qui s'impose direct. Avant de devenir la légende de l'électro que l'on connaît, il sort en 2006 un premier EP, Teddy Boy. Déjà, il impose son style, un mélange de synthé vintage, de sonorités modernes et de références aux films des années 80. Les influences, on les sent à plein gaz. Les jeux vidéo, les films de science-fiction et les bandes originales de John Carpenter. C'est rétro, c'est futuriste, c'est Kavinsky. Et puis arrive 2010, le tournant. Kavinsky sort Night Call, produit par Guy Manuel de Omen Christo de Daft Punk. Le morceau, avec sa vibe mélancolique et ses synthés planants, tape dans l'œil de Nicolas Riding, qui l'intègre dans la BO de Drive. Franchement, Drive sans Night Call, c'est comme une tartine sans Nutella. Ou une pipe sans miel. Night Call explose tout. C'est la bande-son de la génération. Utilisée dans des pubs, des films, des séries, Kavinsky passe du statut de petit prodige underground à celui de star international. La chanson devient un classique instantané, avec une résonance bien au-delà des frontières de l'électro. Alors la prochaine fois que vous entendrez les premières notes de Night Call, fermez les yeux, imaginez-vous au volant d'une voiture de sport sur une autoroute déserte, les néons défilant autour de vous, et là, vous serez dans l'univers de Kavinsky. Putain, elle était bien. Là, honnêtement, c'était bien là, la partie électro. Là, c'était deux parties que j'ai kiffé. Rap et électro, c'était des trucs que j'ai kiffé. Vous l'avez vu peut-être dans le texte et tout. Bah, on est dans la France là, on parle des DJ français, donc on va parler de la variété française maintenant. Hein, Et par rapport à la dernière vidéo, en 2007, il y avait plein de stars de la variété française et tout, nanana, il y avait des Christophe Maé, des Christophe Willem, il y avait tout, des Ronan Luce et tout. 2012, j'ai fait mes recherches, il n'y a pas grand chose. Mais je sais pourquoi et je vous dirai après pourquoi. Mais il n'y a pas grand chose. Hein. Et peut-être tant mieux, je sais pas. Parce qu'on a Shaim en 2012, ouais. Il y a Shaim. Shaim a vécu une bonne année 2011. Son précédent album a été triple disque de platine et elle vient de remporter la deuxième saison de Danse avec les stars, ce qui a fait grimper sa notoriété. Tout part d'un tapis rouge en janvier 2012, le fameux tapis rouge des Energy Music Awards. Ce soir-là, nommé dans la catégorie artiste féminine francophone, Shaim sort d'un gigantesque Hummer jaune. Cherchez pas pourquoi, je sais pas pourquoi, un Hummer jaune comme ça, vêtu d'un bustier Franck Sorbier. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue magnifique? Vous êtes... Oh là 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 là, Shaim est avec nous. Et faut croire que les gens n'avaient rien à commenter en 2012. Hein. Parce que là, le bustier qu'elle porte, ça a fait polémique. Ah mais vraiment, tout le monde parlait que de ça. Hein. C'était vraiment... tout le monde parlait que de ça. Hein. Closer, on a fait un sondage en ligne. Hein. 77% de ses lecteurs trouvaient ça moche. Vous avez pas un boulot, vous voulez pas profiter de votre week-end un peu, merde. Mais même la presse étrangère en parlait. BuzzFeed, le Daily Mail, tout ça, c'était incompréhensible. Quelques mois plus tard, Shaim commence la campagne promotionnelle de son nouvel album, Caméléon. Le premier single deviendra ce qui reste encore aujourd'hui son plus gros tube, inspiré de son bad buzz de janvier. Elle va sortir le son Et alors ? Et ça vient de là, le bustier, tout ça et tout.
Quand elle fait alors, qu'est-ce que ça te fait? Si je n'aime pas les protocoles, les idées folles, les copier-coller. Je la connais quand même bien par cœur cette musique, hein, c'est chelou. Hein. Et en gros, dans le son, elle est en mode alors, ça te fait quoi si je porte un bustier et que 77% des lecteurs de Closer ils aiment pas? Je vous emmerde moi. Bah ouais, elle a fait un son sur ça. Et c'est l'un de ses plus gros tubes, hein. Et c'est même son plus gros tube. Plus généralement, il faut quand même reconnaître à Shaim d'être assez précurseur dans le genre pop star à la française. Elle arbore même le drapeau LGBT en guise de rouge à lèvres pendant les séquences de chant. Je suis un ouf ou il y a encore un feu d'artifice? Pourquoi à chaque fois je tourne une vidéo sur la musique, d'une année, il y a un feu d'artifice? La première vidéo, il y avait un feu d'artifice. C'est quoi ce quartier de zinzin? On est où là? Donc je disais, excusez-moi, que la chanson 5 ans avant MeToo remet en question le droit que tout un chacun s'octroie de commenter l'apparence et les tenues des femmes, que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux. En utilisant sa notoriété nouvelle gagnée sur l'antenne de TF1 pour promouvoir des causes sociétales, Shaim, osons le dire, bah c'était un peu une angèle avant de l'être. Hein. Bah sinon, à part ça, il y a Tal. Il y a Tal qui sort son premier album, avec des sons que vous connaissez tous. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Il y a Génération Goldman, ouais Génération Goldman aussi, où il y a Tal qui était là et tout. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Et genre plus à l'international mais qui était français, Raled. Mais sinon, pas grand chose. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais pas si vous vous rappelez de la dernière vidéo, mais quand on en est arrivé au rap en 2007, c'était pas dingo. Il y avait quand même des trucs de puristes et tout, c'était cool, mais c'était pas dingo non plus, quoi. Mais là, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est bien plus fourni, là. Là, on est mieux, là. Terminé les Kamini et les Fatal Bazooka, même si c'était bien, on aimait bien, faut se l'avouer, on l'aimait bien. Car s'il n'y a pas autant de variétés françaises et que c'est pas le truc le plus mis en avant, c'est qu'en fait, le rap, année après année, depuis début des années 2010 et depuis un groupe, on va en parler juste après, commence à prendre énormément plus de place et les gens commencent à de plus en plus écouter et ça commence un petit peu à se mainstreaminiser. Je sais pas si c'est le bon terme, mais le rap se mainstreaminise. Non, se mainstreaminise. Oh, je sais pas. Mais t'as capté ce que je voulais dire. Et c'est en grande partie depuis quelques années grâce à un groupe qui émerge et qui, avec son premier album, L'école des points vitaux en 2010, a mis tout le monde d'accord. Et à part être dans une grotte, je pense que personne n'est passé à côté de la période Section d'Assaut. Et donc après un succès national qui a mis en avant le rap en 2010, le groupe était très attendu pour leur deuxième album, et ça n'a pas loupé. C'est le 5 mars que sort donc l'Apogée. Et pour info, l'Apogée sort donc en 2012, et c'était pile poil ma période d'ado où j'écoutais tous les soirs Skyrock. Je m'endormais, j'avais Skyrock à côté de moi, c'était D-Fool, Romano, Marie, Cédricin, tout ça, et cette période-là. Et je sais pas si vous l'avez vécu à cette période, mais quand c'est sorti l'Apogée, c'était que des sons de la Section d'Assaut sur Skyrock, tout le temps. Tout le temps, c'était Section d'Assaut. C'était vraiment une dinguerie. L'album entier était rempli de hits. On passe de Ma Direction à Avant qu'elle parte, jusqu'à Watty House. Ma direction, j'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Plus de nouvelles, batterie faible, malédiction. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mi amore, c'est une mise à mort. Mi amore. Mais il y avait aussi des sons comme Africain, Baladé ou Problème d'adulte. Et encore, je vous ai pas tout cité. Ne jugez pas, chacun est comme il est. Je ne suis qu'un Africain. Je veux marcher sur la lune, mais l'avouer c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. Je vais me balader, aller me balader, yeah. Me balader, aller me balader, yeah. Je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit je vais me balader aux Champs-Élysées. Avec des problèmes
L'album à l'époque explose tout, et la section est sur le toit de la France. L'album se vend à 10 000 exemplaires le jour de sa sortie. Il est certifié disque d'or dès la première semaine après avoir vendu 66 000 exemplaires. 2 semaines après la sortie, l'album est certifié disque de platine et devient double disque de platine 2 mois après. Ils remplissent même un Bercy au mois de mai. Et malheureusement, le nom portera bien son nom, l'apogée, parce que c'était... À l'école des points vitaux, j'ai aussi kiffé, mais là ils étaient à leur apogée. Et derrière, bah, c'est leur dernier album. Ils feront plus jamais rien ensemble. Et vous connaissez la suite, ils vont tous partir en solo pour des grosses carrières aussi, que ce soit Black M, Maître Gims, bien sûr, et Le Fa. Mais en tout cas, ils vont tous partir en solo après ça. Et il y avait un autre groupe qui commençait à arriver, qui avait sorti un projet l'année d'avant, et qui en 2012 aussi va commencer à bien péter. C'est 1995. Je pense que comme moi, vous avez tous connu ces petits loustiques grâce au Rap Contenders. Et quelle époque. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rap Contenders, ou RC pour les intimes, est une ligue française de battle de rap a cappella créée par Donny S et Stoner en 2010. Ce concept a été un tremplin pour énormément de rappeurs à l'époque. C'était une sorte de centre de formation pour les futures pépites du rap français. On peut y découvrir des noms comme Dinos, Wojtek ou encore Big Flo et Oli. Mais quand même, on va pas se mentir, il y avait un collectif qui sortait du lot à l'époque, c'était l'Entourage. Composé entre autres de jeunes rappeurs comme Jazzy Bass, Alpha One, Gizmo, Nekfeu ou Dean Burbigo, c'est chacun avec leur style, leur phrasé et leur punchline qu'ils ont tous, à leur manière, rendu petit à petit l'émission culte. Tout le monde à l'époque se remettait en boucle certains battles et essayait de ressortir dans la cour du collège certaines punchlines. On se rappelle de battles comme Dean Burbigo contre Taipan, L'Unique contre Alpha One, Wojtek contre Jazzy Bass, ou encore Nekfeu contre Logique Constantine. Gratte, gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Ah mais moi j'étais un détraqué de Rap Contenders. J'avais, je me rappelle, mon Blackberry. Et il y avait eu un mec qui avait fait un best-of de 50 minutes sur YouTube, ou non, ou 35, ouais, je sais plus combien de temps. Mais un long best-of, des meilleurs punchlines et tout à cumuler. Et moi je l'avais sur mon Blackberry et je l'écoutais. Et j'écoutais les punchlines, et tout. Une forme d'autisme un peu, hein. On va pas se mentir, c'est une forme d'autisme. Hein. Mais pour revenir à notre sujet de base, beaucoup de personnes, dont moi, faisaient l'erreur à l'époque en croyant que le collectif L'Entourage et 1995 c'était la même chose. Oui, il y a certains rappeurs qui sont dans les deux collectifs, mais à la base, le groupe 1995 est créé par Alpha One et Areno Jazz, et très vite rejoint par Nekfeu et Sneezy qui étaient dans le même lycée qu'Alpha. Funky Flav lui aussi rejoindra ensuite le groupe. Et Funky Flav qui est aujourd'hui le créateur du label Panenka, et qui est le producteur de PLK et de Escrew. Voilà, ça encore une fois, peut-être que vous en branlez, mais c'est une petite info comme ça que je vous donne. C'est bisous. Après une arrivée en fanfare en 2011 avec leur premier EP La Source, ils vont enchaîner l'année suivante avec un deuxième projet qui sortira en mars 2012 intitulé La Suite. Fini de blaguer, on passe à la suite. Les années filent et mon équipe reste à la biche. On s'écarte pas des bases, demande à ta clique. On prendra pas la source sans être fataliste. Fini de blaguer, on passe à la suite. Les années filent et mon équipe reste à la biche. Des sons comme La Suite, fallait les mettre dans nos soirées quand on avait 14 ans ou 15 ans, parce que ça faisait stylé et tout, et que c'était les soirées branchées, et encore, oula, be careful, hein, soirée branchée, soirée à 15 ans, c'est ça boit de la manzana et du Malibu, hein, donc branché, on n'a pas la même notion de branché, hein. Mais à l'époque, c'était stylé. Et je me rappelle que les meufs, elles kiffaient aussi un 995, parce que c'était stylé et tout, et qu'on avait tous le démon, parce que Nekfeu, il était beau gosse, et qu'elle le kiffait un peu, Nekfeu, ah, il est trop beau et tout, connard de merde, ouais. Connard de merde. 15 ans, c'est le moment où t'es un peu t'es en train de te remettre en question, t'es en train d'évoluer. Il y a des mecs beaux gosses qui viennent rapper et tout, et qui te prennent toutes tes meufs. Ah, quand c'est un rappeur et tout, c'est sexy et tout. On n'est pas sexy, nous, de boire du Malibu? C'est quoi? On est pas assez bien pour vous, les filles? Ils enchaînent dans la même année avec leur tout premier album qui sortira le 31 décembre, donc on a eu chaud, hein. C'est vraiment genre fin 2012, hein. Qui s'intitule Par issue de minutes. On y retrouve dedans des sons comme Blablabla ou Tire dessus. Parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. J'ai fait mes bails et pris le large, bébé ne m'attends pas. Wow, ils font les malins midi, matin, soir. J'ai des problèmes, les mythos, moi je m'en tape. Et tu le sais, tout le monde parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. Les mains en l'air, on te flingue dessus. Un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde lève les mains en l'air. On te flingue dessus. Étincelle dans la poudrière, tout le monde lève les mains en l'air. On te flingue dessus. J'ai dit tout premier album, mais ça sera aussi le tout dernier, comme la section d'assaut, puisqu'après, ben, comme pour la section d'assaut encore une fois, ils vont tous partir en solo, et aussi que ce soit Alpha, Jazzy Bass, Nekfeu, ils vont tous avoir des carrières quand même importantes pour le rap français. On a pu voir que pour les deux premiers cas, c'était des profils assez jeunes. Des groupes qui sont arrivés il y a 1 an ou 2, bon, même si la section d'assaut, ça faisait quand même de la musique depuis un petit moment déjà avant, hein, mais tu m'as compris. Et c'est pareil pour les artistes solo. Depuis le début des années 2010, il y a des artistes qui apparaissent et qui commencent à tout cartonner. Je pense bien évidemment à Mr. You, qui après il a sorti sa mixtape MDR, qui veut dire mec de rue. Elle est très bien celle-ci. Mr. You, on la valide, elle est très cool, elle est très fun.
Tu crois que tu pourras nous la mettre? MDR, y'a du démon derrière you. Démon DR, si t'apprécies pas fuck you. C'est MDR, monnaie, drogue et respect. MDR. Après, encore une fois, Mr. You, je dis c'est à ce moment-là qu'il pète, mais c'est pas un jeune, enfin c'est pas un jeune, c'est-à-dire qu'il faisait quand même pas mal de projets avant. Et donc la mixtape MDR plus des histoires avec la police qui ont fait qu'on a un petit peu plus entendu parler de lui, a fait qu'il a commencé à prendre énormément en notoriété. Et c'est pour ça que son projet d'après, MDR 2, donc Mec de rue 2, sera un énorme carton et qu'en 2012, il va commencer à avoir une carrière qui va... Chauveur bouquet, ok zou, Gataga. J'ai appris une chose, Cherokee, c'est le Mori Tabaga. Je rêve que de pouvoir, et comme vous avez pu le voir, bah la rap français c'est pas vraiment le truc. T'as Audrey pu le voir, mon point commun avec Natacha, c'est les chicots devant. Sauf que moi-même sans mes 32 dents, je leur fais du rentre dedans. Ah. Mais s'il y a bien une pépitos qu'on va découvrir en 2012 et qui... Bon, après ça sera les années d'après, mais on va commencer à le découvrir en 2012 et avec un son en particulier, c'est Caris. C'est en 2011 qu'il est repéré par Booba pour participer à sa mixtape Autopsie Volume 4, où ils feront un feat ensemble. Caris enchaînera directement après en sortant en mai 2012 son premier projet intitulé Zéro, qui va recevoir beaucoup de bonnes critiques. Alors c'est bien beau tout ça parce que, bonnes critiques, mais ouais le projet Caris c'est pas non plus le truc où tout le monde est en mode waouh. Mais il va être invité sur un son, et il va laver le son. Il va avoir un couplet où il va tout tuer, il va tout exploser, et ce son... Vous le connaissez tous. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense que c'est le couplet de la décennie. Il est incroyable ce couplet. 2-7-0 toujours plus haut, la République me suce le tuyau. Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle, sevran. Et le gilet fluo, je veux faire des sous mais je suis paresseux. J'aime pas ta gueule, je te baisse ta reçue. Je n'ai confiance qu'en mon désert qui gueule et en zizou dans les arrêts de jeu. J'en dis pas plus sur Caris parce qu'en vrai Caris c'est surtout l'année 2013 avec son premier album que là on va en parler, donc j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais il est dans son Kalash, et Kalash c'est quoi? C'est Booba. Et Booba, il y a son album qui sort cette année-là en 2012. Notre petit Boobix sort en novembre 2012 son 6e album intitulé Futur. Et comme je disais un peu avant, je sais pas pourquoi mais je peux pas l'expliquer, mais je pense que c'est l'un de mes albums préférés de Booba. Honnêtement je pense qu'il y a ce côté personnel où bah, je commençais à un petit peu écouter Skyrock, que je m'intéressais au rap, enfin ce que je disais par rapport aussi au rap US et tout. Et comme Booba c'était son premier album que j'écoutais vraiment et tout, bah c'est celui où j'ai le plus accroché, où j'ai vraiment été marqué sur le moment quoi. Et donc avec tous ces éléments, je n'ai pas pu passer à côté de cet album et de ses multiples singles tels que Wesh Moré, Tombé pour elle, Caramel, ou 187 avec Rick Ross. Tu dis de la merde, on s'en bat les couilles, un du Tony. Nous c'est Thug Life, baby, all eyes on me. Wesh, wesh, c'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois faire du bif, de la moula, du caramel, du caramel. Je suis fou d'elle, je n'ai que pour elle, la seule qui me convient. Je suis tombé pour elle, rester vrai sans carrière, on ne s'en est jamais remis. Si peu d'adversaires, tellement d'ennemis. H-Kalash, négro, boule sur la mélodie. Fuck shit, trap, romain pour nous c'est la belle vie, la belle vie. Alors, encore une fois, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais quand je réécoute cet album, ça me fait tellement penser à mon époque collège où je jouais à Call of ou à Battlefield et que je regardais par exemple genre Diggy Dix. J'ai des billets verts, swag millionnaire. Diggy Dix, pour ceux qui s'en rappellent, pour moi c'est Booba à cette époque-là, genre Futur, vraiment à rapper comme ça. Et c'est tellement de souvenirs, c'est une dinguerie. Genre, c'est une Madeleine de Proust, je crois, l'album de Booba Futur, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Bon, je pourrais encore en parler des heures, car comme pour les autres catégories, l'année 2012, niveau rap, était vraiment chargé. Mais je vais quand même essayer de vous partager, genre en mode mention honorable, certains artistes que je kiffais à l'époque et qui ont sorti des projets en 2012. Par exemple, Dean Burbigo, j'étais fan de Dean Burbigo. Et il a sorti son premier EP qui s'appelait Inception en 2012, avec des titres comme On gère ou Soldat sûr. L'oseille, les femmes, la zèbre dans le crâne, on gère le stress, les fans, la peine, les drames, on gère. Pas fier de nos actes, on gère le naufrage, nos frères, nos rêves de départ se perdent avec l'âge, on sait. Soldat sûr, je suis un soldat sûr, ni le Kaira, ni un gangster, un soldat sûr. Élevé au bon grâce, connais livré comme les soldats sûrs. De Paname à la Côte d'Azur, il reconnaît. Mais Dean, qu'on voit aussi sur un projet en 2012 qui était sorti et que j'ai adoré, enfin, l'artiste je l'adore encore aujourd'hui, mais j'arrêtais pas de bouffer ça à l'époque, c'était son album là, enfin c'était un projet ouais, c'était Némir, le son Ailleurs et Wake Up. Wake Up c'était avec Alpha One. Ailleurs, 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 ailleurs.
Alors moi j'avais moins accroché, mais je sais que ça marchait de ouf aussi, c'était Ice Lemcy en 2012, avec son projet Un Petit Pas pour le Lemcy. Les mecs on débarque en soum soum easy, fils ici, missile téléguidé, risque résine, obstinence brisée, triple six ça nous fixe en silence, misé sur la patience et d'Iran viendra le caviar, le dernier rappeur que j'ai vu rêver de la paye d'un guetteur plein phare. Et Gizmo qui avait sorti 2 projets en un an, La Banquise et c'est tout. À la fin, pourtant j'en suis qu'au début, je peux encore me tenir debout et assumer mon débit. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien, genre je veux stopper une fois, viens me susurrer que j'en ai besoin. Pourtant je sais bien que c'est faux, putain c'est dingue, c'est chaud. À croire que ça m'aide à oublier que j'ai plein de défauts. Putain, il y avait Sultan aussi, hein. Et sur mon front, c'est mon bled. Le monde sera à toi quand t'auras coupé ma tête. 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Vagneux n'est pas loin de VUTRY. Et mais pour terminer même cette vidéo, parce que voilà, c'est terminé. Il y a en 2012 mon rappeur préféré. J'ai un peu un truc personnel avec lui que j'ai toujours. Il était là dans des moments où c'était dur pour moi et je sais pas pourquoi j'ai toujours accroché. Mais c'est DC's qui a sorti un projet en 2012 et qui faisait son retour avec Lucide et Extra Lucide la même année, 2 projets, et qui sortait en même temps sur YouTube une série d'épisodes qui s'appelait Vendredi c'est 6D. Je sais pas si vous vous en rappelez. Et c'est que des bons souvenirs. Mais de toute façon, cette vidéo c'est que des bons souvenirs. S'attaque sur ma foi, le poids d'un gravillon, un amour unique. Peu importe la veine, ce qui coule est vermillon. Les chemins m'étonnent des étoiles, pas des avions. Leurs attaques sur ma foi, le poids d'un gravillon. Voilà, je pense qu'on est bon. Je pense que la vidéo va être très très longue. Mais comme pour la dernière vidéo, déjà merci énormément pour la dernière vidéo. Parce que ça a été, mais genre, j'ai lancé ma chaîne, c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne. Et vous avez été 90 000, 100 000 à voir la vidéo, c'est énorme, c'est des stats de gros cochons. Donc déjà, merci énormément. Je kiffe tellement faire ce genre de vidéo, de replonger sur une année. En fait, le côté nostalgique, il est incroyable et je kiffe vraiment le faire. Ça prend énormément de temps. C'est, comme vous pouvez le voir par rapport aux sorties de vidéos, ça prend énormément de temps. Là, il y a encore beaucoup d'écriture. Merci beaucoup à Lucas et Antoine de m'avoir aidé pour écrire cette vidéo. Et il y a plein de projets qui vont arriver. Là, je vous dis, là, on va bien enchaîner, là. Quelqu'un aurait pu me dire que j'avais une houppette dans les moments émotion, séquences où je parle avec le cœur, là, putain, vous abusez, les gars. Bon, ça veut pas partir, c'est pas grave. Merci aussi à mon équipe, merci à la prod, à Zach, à Félix, à Elias, merci énormément. Merci à Gianni, qui a fait un travail exceptionnel pour la première vidéo et qui, je pense, sera énorme aussi pour celle-ci. Mais en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Je suis trop content de partager avec vous ce genre de moment, qu'on se retrouve ensemble. Dans les commentaires de la dernière vidéo, c'était trop cool parce que j'ai vu plein de gens en mode putain, j'avais oublié ça, merci énormément, ce son et tout là. Donc n'hésitez pas. Si vous avez même des sons que j'ai complètement oubliés, hein, il y a peut-être des trucs. Comme pour la première, j'ai oublié des choses, il y a tellement de choses à dire sur la musique sur une année que j'essaye de revenir en général, mais c'est quand même méga compliqué de vraiment, sinon ça serait une vidéo de 12 heures et au bout d'un moment on va pas abuser. Mais j'ai essayé de revenir le plus précisément possible sur plein de trucs et j'espère que ça vous plaira. Donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, mes petits lousticos, je vous aime, te quiero muchos, ciao ciao.